Salut et bienvenue dans ce cours d'enseignement de la science et de la technologie. Nous allons parler aujourd'hui du chapitre signal et information. Alors nous allons commencer par la première partie signal et puis il y aura une deuxième vidéo sur la partie information. Voyons voir ce que dit le livre sur le sujet. La première chose que nous allons faire, c'est définir la notion de signal. Alors un signal, c'est tout simplement une grandeur physique, c'est-à-dire quelque chose qui se mesure, et cette grandeur physique va se déplacer, se propager. Nous allons voir un certain nombre d'exemples. Commençons par le poste de pilotage d'un avion qu'on appelle aussi cockpit. Dans la vie quotidienne, comme dans le cockpit d'un avion, nous utilisons de nombreux signaux qui nous permettent de réagir à des dangers et de reconnaître des objets. Alors la question qui est posée ici, c'est quels sont les signaux utilisés par les pilotes dans le cockpit d'un avion. Donc à gauche, nous avons le pilote, à droite, le copilote. Alors, le premier signal que nous allons voir, c'est le signal lumineux. Donc par exemple ici, nous avons le soleil qui envoie de la lumière, mais nous avons également par exemple les nuages qui nous envoient de la lumière, et puis même le bleu du ciel, c'est de la lumière qui arrive vers nous, et nous avons besoin d'un détecteur pour capter cette grandeur physique, ce signal. Donc notre détecteur à nous, il s'agit de l'œil. Voilà. Ça, c'est notre détecteur naturel. Les humains sont capables de développer de la technologie et nous sommes capables de développer d'autres détecteurs que nous avons créés, par exemple l'électronique, comme par exemple une caméra qui va être capable de réceptionner, ou bien un appareil photo, hein, qui vont être capables de réceptionner de la lumière. Cette lumière ne vient pas que de l'extérieur. En effet, à l'intérieur, nous avons des objets qui sont sources de lumière et qui nous envoient des signaux lumineux. Par exemple ici, cet écran, ou bien ici, cette petite diode rouge, diode électroluminescente qui nous envoie de la lumière, ou encore ici, cet écran radar qui nous envoie aussi un signal lumineux. Et nous allons voir maintenant qu'il y a d'autres types de signaux. Par exemple, le pilote peut envoyer un signal au copilote. Pour ça, il va parler et il va envoyer un signal sonore. Donc ce signal sonore va se transmettre dans l'air quand les deux personnes vont parler. Et pour le détecter, nous avons besoin d'un capteur. Le capteur, le voici, il s'agit évidemment de l'oreille. Nous sommes capables de créer des capteurs, comme par exemple un microphone, qui est capable de capter un signal sonore. Qu'en est-il maintenant du copilote? Alors pour le copilote, c'est un petit peu plus compliqué. En effet, vous voyez qu'il porte un casque sur la tête. Alors bien entendu, il a une oreille ici, en dessous, hein, ça c'est sûr, qui va lui permettre de capter les signaux sonores. Mais avec son casque, il peut par exemple entendre des signaux qui viennent de la tour de contrôle. Alors à la tour de contrôle, il y a une personne qui parle, et donc qui envoie un signal sonore, mais ce signal sonore est trop loin pour être capté par le copilote. Donc ce signal sonore va être capté par un micro, qui est devant le contrôleur aérien, et puis il va être transformé en signal électrique. Ensuite, ce signal électrique va être transformé en ce qu'on appelle un signal radio, une onde radio, qu'on appelle aussi onde électromagnétique. Ce signal radio va traverser l'espace, l'air qui nous entoure, à une vitesse considérable, la vitesse de la lumière, dans l'air, pratiquement 300 000 km par seconde, c'est gigantesque, et donc va arriver jusqu'au casque. Et ce casque va être capable de le réceptionner, ce signal, et va le transformer, grâce au haut-parleur qui est à l'intérieur du casque, il va le transformer de nouveau en signal sonore. Donc finalement, nous avons le casque ici, qui va jouer le rôle d'un appareil qui est capable de percevoir les signaux, le signal électromagnétique, donc le signal radio, et puis il va transformer ça en signal sonore. Si je résume, sur cette image, nous avons des signaux lumineux en rouge, des signaux sonores qui sont captés par les oreilles en bleu, et puis en bleu aussi ici, un signal radio. Prenons maintenant un deuxième exemple avec cette araignée sur sa toile. Donc deuxièmement, la capture des proies, la toile d'araignée. La toile des araignées est un piège destiné à capturer les insectes. Ces derniers qui n'ont rien vu du guet-apens restent collés au fil de soie jusqu'à ce que l'araignée vienne les paralyser et les manger. Les vibrations produites par la proie qui se débat pour se libérer de la toile alertent l'araignée.
Celle-ci possède sur ses pattes des poils spéciaux anti-adhésifs et se déplace uniquement sur les fils non collants, évitant ainsi d'être prise à son propre piège. Bien, alors une petite précision d'abord. C'est concernant le terme poils spéciaux ici, ce terme n'est pas rigoureux puisque les poils sont réservés aux mammifères. Seuls les mammifères ont des poils. Donc en fait, pour une araignée, on devrait parler de trichobotterie, mais c'est un terme compliqué qui est peu connu. Donc ici, c'est juste pour te faire remarquer que on a choisi, l'auteur ici a choisi de faire une vulgarisation, c'est-à-dire de remplacer quelque chose d'un peu compliqué par quelque chose de plus simple. Et parfois, quand on fait ça, eh bien, on est un petit peu moins précis, et du coup, les spécialistes vont vous dire: «Ah, ce terme n'est pas rigoureux». Alors c'est quelque chose qui est courant pour les élèves, de devoir simplifier un peu le cours, et parfois, dans les années qui suivent, eh bien, un professeur va dire quelque chose d'un peu plus proche de la réalité, et certains élèves se disent: «Ah, mais le prof, les années d'avant m'avait menti». Alors c'est pas qu'il a menti, c'est qu'il a simplifié pour que ce soit compréhensible. Voilà. Bien, deuxième point, c'est que quand tu as un document de ce type-là, la première chose à faire, c'est de regarder la source. Donc ici, la source est indiquée là, espacepourlavie.ca. C'est très important de faire ça, parce que quand tu vas sur Internet en particulier, tu reçois plein d'articles, de textes, les réseaux sociaux et tout ça. Et puis, il y a énormément d'informations qui sont fausses, ce qu'on appelle des fake news. Il y a des choses qui sont délibérément trompeuses pour piéger les gens. Il y en a qui sont faites volontairement pour que les gens les renvoient à d'autres. Et donc, avant d'envoyer tout et n'importe quoi, il faut d'abord vérifier ses sources, vérifier la qualité des informations. Donc, il faut vérifier que la source est fiable. Il y a des sites qui sont très réputés pour leur fiabilité, d'autres qui sont réputés pour dire des mensonges, et ensuite il faut vérifier l'information elle-même. Alors c'est vrai, ça prend du temps, mais c'est très important de le faire pour éviter de colporter des fausses informations. Autre point intéressant ici, c'est quand tu as une image de science de la vie et de la Terre, un animal, un végétal, une roche, eh bien la plupart du temps, on va indiquer l'échelle sur la photo. C'est très important parce que des araignées, il y en a des minuscules et puis il y en a des assez grosses. Un arbre, ça peut faire 3 mètres ou ça peut faire 50 mètres. Quand tu as une photo de minéraux, c'est très dur de savoir si c'est une roche qui fait plusieurs mètres de haut ou bien si c'est quelque chose qui est vu au microscope. Donc pour pouvoir ne pas se tromper d'échelle, il est important de l'indiquer. Ici, cette longueur que tu vois ici à gauche correspond à 1 centimètre et ça te permet d'avoir une idée de la taille de l'animal. Bien, maintenant venons-en au contenu qui nous intéresse, la question: quel signal est perçu par une araignée lorsqu'un insecte est pris dans sa toile? Eh bien, comme c'est indiqué dans le texte, il s'agit d'une vibration, une vibration de la toile. Donc finalement, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au son, puisque avec le son, nous avons une vibration de l'air qui nous entoure. La différence, c'est que une vibration sonore, un signal sonore, c'est une vibration qui est très très rapide. Elle vibre un grand nombre de fois à chaque seconde. Et ici, la vibration, c'est le nombre de fois où ça vibre par seconde est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent. C'est pour ça que quand une toile d'araignée vibre, ça ne fait pas de bruit, hein, on n'entend rien du tout. Voilà. Deuxième chose intéressante, c'est de voir que cette araignée n'a pas besoin d'oreilles pour percevoir ça, puisqu'elle a ces fameux trichomotrices et ces poils spéciaux qui lui permettent de le faire. Donc, on peut avoir plusieurs détecteurs différents pour un même type de signal. Hein, un autre exemple, c'est celui des serpents, par exemple. Les serpents ne possèdent pas d'oreilles, et pourtant ils perçoivent les vibrations. Donc si tu marches sur le sol et qu'il y a un serpent pas très loin de toi, il va détecter tes vibrations liées à tes pas, et il est très probable qu'il va fuir. Bien entendu, il utilise aussi la même chose pour détecter ses proies. Bien, les araignées ou bien les cockpits d'avion, c'est des choses qui sont relativement éloignées de notre quotidien. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les différents types de signaux qu'on trouve dans notre quotidien. Par exemple, dans ta chambre, tu disposes peut-être d'un radio-réveil. Eh bien, la question, c'est quels sont les signaux liés à ce radio-réveil. Un radio-réveil donne l'heure et permet de se réveiller en musique. Certains appareils donnent d'autres informations comme la température. Ils utilisent des signaux lumineux, sonores et radio pour fonctionner. Donc, question petit a, quelle forme de signal est reçue par un radio-réveil lorsqu'on écoute de la musique diffusée lors d'une émission de radio? Alors cette question est un petit peu piégeuse, parce qu'on a envie de dire, on écoute de la musique, donc il s'agit d'un signal sonore. Mais attention, il n'est pas demandé quel signal sonore produit, quel signal, pardon, produit le radio-réveil, mais quel est celui que lui-même il reçoit.
Donc, pour pouvoir diffuser la musique, il a reçu une émission de radio qui est venue vers lui, et donc il a reçu un signal radio. Donc, je te rappelle le principe, hein. Il est le suivant. Loin d'ici, par exemple, disons à Paris, la maison de la radio, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans un bâtiment où ils enregistrent des émissions de radio. Et cette émission de radio est envoyée par diffusion jusque par les ondes hertziennes, ça c'était dans le temps, donc par des ondes radio. Maintenant, ça passe par des câbles. Et ces informations sont renvoyées à des émetteurs qui vont envoyer ça dans l'air. Et puis, ta radio, chez toi, elle va récupérer ce signal et elle va le transformer en une information que tu peux récupérer toi, c'est-à-dire en un signal sonore. C'est comme ça que ça fonctionne. Passons maintenant à la question en petit b. Quelles sont les formes de signaux émis par un radio-réveil pour se réveiller le matin? Bien, le matin, le réveil, quand il se met en route, eh bien, il envoie du son, hein, donc il envoie un signal sonore. C'est à ce niveau-là, au niveau du haut-parleur, que le signal sonore va être émis. Parfois, sur certains modèles, comme sur celui qui est présenté ici, il peut y avoir un signal lumineux en plus. Mais évidemment, ce n'est pas une obligation pour pouvoir te réveiller le matin. Il y a la technique du pseudo aussi qui marche, mais c'est une technique plus traditionnelle et moins électronique. Bien, alors si nous faisons le bilan de ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons essentiellement des signaux lumineux, des signaux sonores et des signaux radio. Alors la question qu'on peut se poser, c'est n'y aurait-il pas d'autres types de signaux? Eh bien c'est simple, pour les signaux sonores, nous avons l'oreille, l'ouïe comme capteur. Pour le signal lumineux, nous avons l'œil comme capteur. Pour les signaux radio, nous n'avons rien du tout, puisque nous ne sommes pas capables de les percevoir, mais nous avons encore d'autres sens. Donc ça veut dire que nous avons d'autres capteurs, et donc ça veut dire qu'il y a bien d'autres signaux que nous sommes capables de capter. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons découvrir ça grâce à ce gentil chien qui renifle des fleurs dans un champ. Donc si on lit le texte, existe-t-il d'autres formes de signaux? Les êtres humains utilisent principalement des signaux lumineux et sonores pour communiquer et pour comprendre l'environnement qui les entoure. Mais d'autres êtres vivants utilisent souvent d'autres formes de signaux. Donc nous voyons ce chien qui est en train de renifler. Concrètement, il a un capteur, le nez, et il est en train de capter un signal qu'on appelle un signal olfactif. Un signal olfactif, c'est ce qui correspond à une odeur. Alors comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, je vais te l'expliquer en quelques mots. Au cycle 4, tu vas découvrir que la matière est constituée de particules extraordinairement petites qui s'appellent en particulier des molécules. Et parfois, ces molécules sont capables d'être emportées dans l'air. On dit qu'elles sont volatiles. Eh bien, chaque fois que tu as des particules, ces molécules qui sont emportées et qu'elles arrivent dans ton nez, elles vont réagir avec les cellules olfactives qui sont à l'intérieur du nez et ça va donner un signal électrique qui va être envoyé par le nerf olfactif vers le cerveau et le cerveau, lui, va interpréter ça d'une certaine manière. Et toi, tu vas dire, ben, je sens quelque chose. Par exemple, si tu mets ton nez au-dessus d'une rose, il y a des molécules qui sont libérées par la rose qui vont arriver dans ton nez et ton cerveau va dire, eh bien, ça sent la rose. Voilà, ça marche avec tout ce que tu veux, avec les pieds qui puent, avec la choucroute, avec ce que tu veux. Presque, il y a des choses qui n'ont pas d'odeur. Pourquoi? Parce que certaines matières ne libèrent pas beaucoup de ces molécules. Si tu prends par exemple une pièce métallique, un morceau de fer, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il sente quelque chose, parce qu'il n'y a pas de particules venant du fer qui vont venir jusqu'à ton nez. Alors, il faut bien reconnaître que les humains ne sont pas les meilleurs dans ce domaine. Les chiens ont un odorat bien plus développé, mais ce ne sont pas les seuls, il y a d'autres animaux, hein. Par exemple, les cochons ont un odorat très développé. Donc, les chiens et les cochons, on les utilise par exemple pour détecter des truffes, qui sont des champignons qui poussent sous la terre. Et ils ont des capacités extraordinaires pour ça. Les chiens sont utilisés par exemple par les douanes pour repérer des drogues ou des choses comme ceci. Et puis, il existe encore d'autres animaux. Je vais te donner un exemple, par exemple, d'un papillon qui s'appelle le bombix. Le voici. Voilà, il est beau, hein. Donc, ce fameux bombix, c'est un papillon qui va libérer des molécules, des substances odorantes qu'on appelle des phéromones. Et les mâles sont, par exemple, capables de repérer les femelles à plusieurs kilomètres de distance. Donc, évidemment, nous, on est incapables de ça, hein. Voilà, donc il n'y a pas que le chien qui a un odorat extraordinaire. Alors, nous allons revenir quelques secondes sur le signal sonore et nous allons montrer une vidéo dans laquelle nous allons voir que le son, c'est une vibration de l'air qui est autour de nous.
Cette vidéo fonctionne bien, mais elle passe mal quand on l'enregistre, donc il n'est pas sûr à 100 que tu vois l'effet. Donc je vais la mettre en route et puis si tu le vois, c'est très bien et si c'est pas le cas, il faudra me croire sur parole parce que c'est juste un problème, technique d'enregistrement. Alors c'est parti. Alors je pense que tu as vu ce qui s'est passé, donc je te le montre ici. Donc nous avons ici une enceinte. Et cette enceinte est composée de plusieurs haut-parleurs. Donc voici un premier haut-parleur qu'on appelle un boomer. C'est le haut-parleur pour les sons graves. Donc c'est une membrane qui va vibrer. Et en vibrant, elle fait vibrer l'air. Et la vibration de l'air va se manifester sur la flamme de la bougie. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un coup de batterie, eh ben on voit la flamme de la bougie qui bouge d'un coup. Alors l'effet est beaucoup moins sensible sur les aigus. Bien évidemment, ce haut-parleur est beaucoup plus petit. Il est pour les aigus, parce que les aigus correspondent à des vibrations beaucoup plus rapides. Il y a beaucoup plus de vibrations à chaque seconde. Et donc, il faut un matériau où il y a une tension plus grande. Et c'est pour ça que c'est petit. Donc, sur une enceinte, les gros haut-parleurs, c'est pour les graves. Les petits, c'est pour les aigus. Alors, ici, on a l'exemple de la transmission du son dans l'air. Mais il faut savoir que le son peut se transmettre pas seulement dans l'air, il peut se transmettre dans beaucoup de matériaux. Par exemple, il peut se transmettre dans l'eau, sauf qu'il se transmet moins bien. Le son est différent, hein. Tu t'es peut-être déjà amusé à parler sous l'eau, à la piscine ou à la mer. Ça donne des trucs un peu rigolos, hein. Bon, attention à ne pas boire la tasse, évidemment. Et puis, dans le bois, le son se propage très bien. Beaucoup d'instruments de musique sont en bois. Et puis même dans le métal, dans les métaux, pardon, dans les métaux en général. Donc le son se propage très très bien. Je vais te donner un exemple. Voici une image que tu connais peut-être, qui est tirée d'un album de Lucky Luke. Et nous voyons les Dalton qui s'apprêtent à attaquer un train. Alors, ici, on voit le plus grand des Dalton, c'est Avrel, c'est pas le plus fin non plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met la tête sur les rails. Eh bien, là où il a raison, c'est que si on met la tête sur un rail, on va entendre le son d'un train qui arrive à plusieurs kilomètres de distance. Parce que le son va se déplacer, se propager très très vite dans le rail, et puis en plus, il va s'atténuer moins vite, parce que le son se propage bien à l'intérieur d'un métal. Donc ici, évidemment, sur cette image, le train est quelques mètres derrière, donc il n'est pas question de laisser la tête trop longtemps sur le rail, tu l'as bien compris. Si tu veux faire une expérience sur le son, tu peux réaliser ce matériel, cette expérience suivante, donc qui consiste à fabriquer un téléphone avec des pots de yaourt. Alors c'est assez facile à faire, mais si tu veux que ça marche bien, il faut être soigneux. Donc tu vas prendre un pot de yaourt comme ceci, et puis tu vas attacher une ficelle, et de l'autre côté pareil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si une première personne ici, le garçon à gauche, ou bien celui-ci là, il va parler, il va donc, faire une vibration, de l'air à l'intérieur du pot de yaourt, qui va lui-même vibrer. Cette vibration va se transmettre au fil, qui va faire vibrer l'autre pot de yaourt, qui va faire vibrer l'air et l'air qui vibre jusqu'à l'oreille de la seconde personne va faire vibrer son tympan dans son oreille et ça va permettre, d'envoyer un signal vers le cerveau et donc tu vas transmettre la parole ici jusqu'au cerveau de la deuxième personne. Si tu réalises bien le montage et si tu l'utilises correctement, ça donne des bons résultats. Alors à toi d'essayer avec, un petit frère, une petite sœur, un copain ou pourquoi pas des parents. Tu verras, ça marche pas si mal. Concernant le son et la perception du son, il faut savoir que les humains n'ont pas une oreille exceptionnelle. Il y a des animaux qui perçoivent certains sons que nous ne sommes pas capables de percevoir. Certains sont capables de percevoir les sons très très graves qu'on appelle infrasons, et d'autres sont capables de percevoir les sons très aigus qu'on appelle ultrasons. Je lis le début du texte. Nous n'entendons pas tous les sons. Par exemple, les dauphins communiquent entre eux avec des sons inaudibles pour l'oreille humaine, appelés ultrasons. Alors il faut savoir que ce ne sont pas les seuls animaux, les dauphins, qui sont dans cette situation. Donc je vais te montrer un exemple. Sur l'image du haut, tu peux reconnaître une chauve-souris. Donc cette chauve-souris est capable de produire des sons très 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 aigus, des ultrasons, qu'elle va envoyer en criant. Ici, les petits traits jaunes montrent ces ultrasons. Ces sons très aigus que nous ne percevons pas vont se propager, et puis quand ils vont arriver sur un obstacle, alors un obstacle ça peut être la paroi d'une grotte par exemple, d'une caverne, mais ça peut aussi être par exemple un insecte. Eh bien, quand certaines ondes sonores, donc ce signal sonore va arriver
sur un obstacle, ça va faire comme un miroir et ça va renvoyer un signal sonore dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle l'écho. Si tu te mets à quelques mètres d'un mur et que tu fais ohé, ben, tu entends un petit peu après ohé. Moins fort, il y a une atténuation, et avec un temps de décalage, parce qu'il faut que le son aille jusqu'à l'obstacle, puis qu'il revienne. Et donc, plus l'obstacle est loin, plus ça met du temps à faire l'aller-retour. Mais plus l'obstacle est proche, et plus l'aller-retour se fait rapidement. Donc la chauve-souris est capable, avec ses oreilles, de percevoir le retour, et en fonction du temps que ça a mis pour arriver, elle est capable de savoir à quelle distance elle est de l'objet qui réfléchissait le signal sonore. Donc s'il s'agit des parois de la grotte, ça lui permet de les éviter, et puis s'il s'agit de quelque chose qui se mange, ça lui permet d'aller de le repérer, puis d'essayer de le manger. Le dauphin ou les baleines font, ici ça ressemble un peu à un beluga, font la même chose. Au passage, tu vois la queue, ici c'est une queue typiquement d'un mammifère, hein, d'un mammifère marin. On le reconnaît parce que la queue est à l'horizontale, alors que les poissons ont la queue à la verticale. Donc les cétacés, les mammifères marins ont une queue à l'horizontale. Bon, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir. Donc ici, c'est exactement le même principe. Alors la différence, c'est que le milieu de propagation, ce n'est plus l'air, mais c'est l'eau. Alors, ça change un petit peu les choses, parce que tu as déjà parlé sous l'eau, ou crié sous l'eau, à la piscine ou à la mer, et puis tu sais bien que le son est un peu différent. Mais le principe reste le même. Alors, les gros animaux comme les baleines, ce qui n'est pas le cas ici, sont capables de faire la même chose, mais avec des infrasons, des sons très 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 graves, qui se propagent sur des distances beaucoup beaucoup plus grandes. Sauf qu'il faut avoir une puissance sonore énorme. Alors évidemment, une chauve-souris, c'est pas possible, mais une baleine, ça peut envoyer des sons extrêmement puissants. Ces sons vont se déplacer sur des centaines de kilomètres. Ils vont arriver sur la base des continents, ce qu'on appelle le plancher continental, ici, et puis ça va revenir, et ça va permettre à la baleine, par exemple, de se déplacer à une distance constante du continent. Donc on a tracé des baleines en leur mettant un signal, un signal radio avec un petit détecteur, et on a pu se rendre compte que certaines baleines suivaient par exemple les côtes d'Amérique du Sud à 500 km de distance, en restant toujours à la même distance grâce à ce système d'écolocation. Alors nous, nos oreilles ne nous permettent pas de faire ça, mais par contre, la technologie que nous avons développée nous permet de le faire. Donc ici, nous avons un sous-marin, et ce sous-marin a un appareil identique à celui du dauphin, et donc c'est ce qu'on appelle un sonar. Ce sonar va envoyer des signaux sonores, et va mesurer le retour et le temps de décalage, et c'est ce qui va lui permettre de détecter la présence d'obstacles ou d'objets, comme par exemple un sous-marin à 1,5 milles. Alors, le cinéma utilisait souvent ça, donc tu peux voir À la poursuite d'Octobre Rouge, ou bien plus récemment un très beau film français qui s'appelle Le Chant du loup. Revenons une seconde sur les signaux lumineux. De la même manière que notre oreille n'est pas capable de percevoir tous les sons, eh bien notre œil n'est pas capable de percevoir toutes les lumières. En fait, il est même capable de percevoir qu'une petite partie des lumières qui existent. C'est pour cela qu'une grande partie de la lumière qui existe, par exemple les rayonnements infrarouges, les rayonnements ultraviolets, les rayonnements X, eh bien notre œil n'est pas capable, et puis il en existe encore d'autres, hein, notre œil n'est pas capable de les percevoir. Mais tu peux te rendre compte qu'ils existent quand même. Donc pour ça, eh bien, une petite expérience à faire à la maison et qui est très simple. Ça consiste à utiliser la télécommande de ton lecteur DVD ou de ta télévision et puis ton smartphone. Alors je lis le texte d'abord. Pour transmettre une information à une télévision ou un lecteur DVD sans avoir à se déplacer, une télécommande envoie un signal lumineux invisible à l'œil nu. Ce signal peut être capté par les récepteurs de la télévision ou du lecteur DVD pour faire fonctionner ces appareils alors qu'il n'est pas capté par l'œil d'un être humain. La caméra d'un smartphone peut aussi détecter ce signal et le restituer sur son écran. Alors ce signal, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un rayonnement infrarouge. Donc ici, la télécommande envoie un signal par l'intermédiaire de ce petit endroit ici. Et si quelqu'un le pointe vers toi et qu'il appuie sur une commande, eh bien toi tu ne vois rien. Mais par contre, si tu prends ton smartphone et que tu filmes la scène, eh ben, tu vas te rendre compte qu'au moment où la personne appuie, eh ben, tu vas voir un point lumineux qui apparaît ici. Alors, le rayonnement qui est envoyé là n'est pas visible pour nous, mais il existe. Le capteur du smartphone, la caméra du smartphone va le percevoir et va transformer ça en quelque chose de visible sur ton écran. Et c'est pour ça que tu le vois là-dessus, mais tu ne le vois pas ici. Par contre, le smartphone, lui, le repère à la source ici. Pour finir cette première partie, revenons quelques secondes sur les signaux olfactifs. Je t'ai montré tout à l'heure l'image d'un bambix. Eh ben, il en est de même par exemple pour ce chat qui marque son territoire.
Les phéromones sont des substances chimiques odorantes émises par les êtres humains, des animaux et certains végétaux. La plupart de ces signaux olfactifs sont captés uniquement par les individus d'une même espèce. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur nez, par exemple, ou bien pour les antennes du bombix, ils ont des détecteurs particuliers qui sont sensibles aux particules, ici les phéromones, qui sont émises. Mais peut-être que d'autres animaux ne sont pas sensibles à ces particules. Ils n'ont pas un détecteur qui est adapté à ça. Par exemple, le chat se frotte pour laisser son odeur afin que les autres chats connaissent son territoire, tandis que les fourmis utilisent des phéromones pour indiquer la route à suivre aux autres fourmis. Cependant, les êtres humains ne sont pas en mesure de capter ces signaux émis par les chats ou par les fourmis. Donc tu as certainement déjà remarqué que parfois les fourmis passent à un certain endroit, et puis après il y en a d'autres qui passent, et puis il y en a de plus en plus, elles suivent toutes le même chemin. Eh bien, c'est en fait que quand une fourmi a trouvé un chemin intéressant, qui par exemple mène à de la nourriture, elle va déposer sur le parcours des petites gouttelettes donc de phéromones, et puis les fourmis suivantes qui vont passer là par hasard vont détecter ces gouttelettes grâce à leurs antennes, et donc elles vont rajouter des gouttelettes, et puis au fur et à mesure qu'il y en a de plus en plus des fourmis qui passent, bah, ça va devenir un chemin de plus en plus visible. Un petit peu comme si je te disais qu'au milieu d'un pré, tu as une personne qui marche, et puis qui couche un peu de l'herbe, et puis ensuite une deuxième qui passe et qui se dit tiens, le chemin c'est par là, et puis elle suit le chemin, et puis quand 40 personnes sont passées au même endroit, on a un véritable chemin qui se voit très très bien. Bah, c'est le même principe. Alors pour finir cette partie, après cette belle image de chat, je vais te montrer, une image que j'ai trouvée très belle et qui a gagné, un prix, de photographie cette année dans la catégorie animaux, qui nous montre la même chose mais avec un chat un peu plus gros. Et voilà, il s'agit exactement de la même chose, mais avec un gros chat qui s'appelle évidemment un tigre, ici une tigresse. Et donc cette photo assez extraordinaire a été prise après 6 mois de patience. Donc cette tigresse est en train de se frotter à un arbre et de sentir l'odeur d'un mâle qui a laissé son odeur sur l'arbre se frottant au même endroit. Donc exactement pareil que pour le chat. Voilà, nous avons fini pour cette partie. Et pour l'information, c'est la partie suivante. À bientôt.